Bonjour, c'est Mac Adélan. Je suis au Jardin de Marie, à Rennes-le-Château. Et je suis avec Romuald Cassio. Allez, bonjour. Bonjour. Bonjour Mike, bonjour à tous. Bonjour. Donc un monsieur qui a collaboré avec Atlantis. Oui, il y a Et on voit le médaillon. quelques années, Le médaillon. effectivement, voilà, dans les années 2000, sur plusieurs articles pour la revue Atlantis, en effet. Voilà. Alors alias aussi Ronan Debar, Ronan Debar Arphaise, et Arphaïs Collectif. dernièrement avec le code Arsène Lupin. Voilà. Le code Arsène Lupin avec une postface de Gino Sandré, Oui. bien connu dans notre Voilà, tout à fait. donc Excellent Maurice Leblanc. postface. Eh oui, Maurice Leblanc, Le savoir perdu. Cet ouvrage un peu collectif. Raconte-nous un petit peu rapidement la recherche de cette œuvre et puis cette passion pour Arsène Lupin. Alors la passion pour Arsène Lupin elle remonte à très longtemps. C'est la prime jeunesse. Je pense que les anciens vont connaître le bibliobus. Voilà, donc à l'époque je rentrais, j'attendais le bibliobus et je rentrais, je sélectionnais aussi vite que possible les ouvrages de Maurice Leblanc. Voilà, et je subodorais déjà qu'il y avait quelque chose dedans. Et ça après l'inconscient était un peu trop jeune pour arriver à analyser. Et puis il y a eu l'ouvrage de Patrick Ferté qui est arrivé. Voilà, il y a 30 ans maintenant, peut-être même un peu plus de 30 ans. Et qui a été un phénomène déclencheur. Et donc je me suis mis à atteler, à écrire et puis à me déplacer à travers la France pour écouter, analyser et puis corroborer un peu les travaux, les recherches et puis mettre ça en papier, sur papier. Hein. Voilà. C'est une passion depuis très jeune. Ça remonte à très lointain. Elle revient vers le château. Mais l'ésotérisme a toujours été très prégnant. Voilà. Alors aussi il y a eu Atlantis, le Héron du Val d'Or, aussi la Résurgence également. Alors c'est en travaux, on va dire. Ouais. Les travaux sont ouverts. Les travaux sont ouverts. Alors voilà. De minuit à midi. Voilà, les deux. Et oui, non, mais là, on sort de la conférence de Christian qui était très Ouais, intéressante. sur Et, le Héron du Val d'Or. voilà, moi, je travaille effectivement sur le sujet depuis l'arrêt du code Lupin, donc ça fait 2 ans. Et je travaille effectivement l'interpénétration de toutes les personnalités possibles et imaginables qui ont pu faire le lien éventuel entre le Héron, Paray-le-Monial et Rennes-le-Château, parce qu'il y a indubitablement un lien. Après, il faut le prouver. Donc là, c'est l'objectif du travail. Alors cette idée justement d'un christianisme primitif, atlantéen, avec justement ce trident, et puis lié à Isis, peux-tu juste dévoiler, enfin pas dévoiler, mais cette symbolique particulière, il y a l'abeille, c'est un peu l'abeille d'architecte. Alors là, ça va répondre, ça va être un écho à François Mitterrand, effectivement. Voilà. Donc, oui, écoute, après c'est vrai que c'est... en fait, c'est une continuité. Hein, les religions sont toutes elles se suivent, en fait, elles se complètent. Et puis, on sait que dans le christianisme, dans le catholicisme, il y a du christianisme. Dans le christianisme, il y a du celtisme. Et au-delà du celtisme, on a déjà un peu plus de mal à trouver de quoi on parle. Mais il y a de fortes chances, effectivement, que ce soit une sagesse atlantéenne, donc primordiale. Alors, relative à la tradition primordiale. Et après, on peut effectivement rebondir l'abeille, les Mérovingiens. Voilà. Ce sont les symboles, hein, c'est Lyonès. Voilà, c'est Poséidon Lyonès, ouais. Alors après ça c'est la gnose juanite, voilà, qui est faite pour des initiés, faut pas s'en cacher, et qu'on retrouve un peu dans toutes les associations entre guillemets fraternelles, voilà. Voilà, on peut pas beaucoup épiloguer puisque c'est vrai qu'après on risquerait de faire une longue vidéo. Bien sûr. Il y a Atlantis de l'époque Paul Lecourt, Oui. celle de Jacques Darès, Il y a eu celle de... et actuellement une sorte de renouveau. Alors Plus ou moins. Alors moins que plus. Oui. Voilà, donc l'association en telle qu'elle existe toujours, la revue n'existe plus. L'association, je crois qu'il y a 2 antennes, il y a une antenne à Lyon, non pas à Lyon, à Paris et à Marseille. Donc il y a des conférences qui sont données. Je pense qu'il doit y avoir encore des documents détenus par l'association parisienne. Mais dans l'esprit, pour moi, voilà, l'association et la revue se sont arrêtées avec Henri Baudard. Voilà, au décès d'Henri Baudard, il n'y avait plus de continuité, quoi. Jacques Darès a un peu bercé peut-être ta jeunesse.
toute cette époque, 69, 70. Alors Jacques Darès, je l'ai eu au téléphone voilà, quelques fois. Alors c'est vrai qu'il voulait plus trop entendre parler d'Atlantis, puisqu'il était rentré dans l'église orthodoxe. Donc de fait, il avait pris ses distances, mais effectivement, c'est ça, quoi. Jacques Darès, il a continué l'œuvre de Paul Lecourt. Il a été d'ailleurs en partie élevé par Paul Lecourt, puisque Paul Lecourt, au décès de papa de Jacques Darès, l'a pris avec sa mère sous son aile, et puis voilà, puis il l'a initié à Bien des Mystères. Donc Jacques Darès, c'est aussi un personnage important de l'association Atlantis et de la revue, par conséquent. Est-ce que les Atlantes sont-ils toujours parmi nous? Les Atlantes sont-ils toujours parmi nous? Ça, c'est une bonne question. Alors, je pense que oui, tu vois. Après, j'ai pas de preuve formelle, mais intuitivement, je suis comme Paul Lecourt, j'ai une intuition, et je pense qu'effectivement, les Atlantes sont parmi nous. Voilà, écoute, après, c'est les veilleurs, ce sont ceux qui... voilà. L'apport de Pierre Plantard dans tout ce... Alors Pierre Plantard, Pierre Plantard, moi je pense qu'il a quand même été puisé. Alors, est-ce que Paul Lecourt était d'accord ou pas? Parce qu'en fait, c'est vrai que les documents récupérés par Plantard sont après le décès de Paul Lecourt, mais rien n'empêche d'imaginer, mais là on n'est pas dans le factuel, que Pierre Plantard a pu effectivement fréquenter Paul Lecourt. Et c'est ce que dit d'ailleurs l'épouse de Pierre Plantard. Son nom échappe. Je crois que c'est Esmeline, non, je ne me souviens plus de son épouse, qui disait qu'effectivement Pierre Plantard a connu Paul Lecourt. Donc il est possible effectivement qu'en fait l'association Atlantis, l'association était en fait une façade, et que derrière cette façade, il y a des gens qui travaillaient à quelque chose. Alors tu as travaillé aussi sur Alcor, la pierre. Peut-être me dire un petit mot. Alors après, ça c'est alors c'est en rapport avec le catharisme. J'avais été effectivement, et puis la comtesse de Cagliostro, effectivement. Alors ça c'est un peu loin, parce que c'est vrai que ça remonte à 2018, donc mais oui, effectivement, il y avait une corrélation, et puis il y avait un message effectivement par acrostiche dans le corps, quoi. Donc ça, Alors là, tu travailles sur un nouvel ouvrage, Les Émeraldistes. Oui. Alors là, on va taille la pierre. On va développer un petit peu là. Oui, parce que c'est ça. En fait, c'est une contraction de émeraude les tablettes d'émeraude. Voilà, et héraldiste, tu vois. Donc c'est un peu l'assemblage. Je vois qu'effectivement, donc le tome 1 s'appelle Le Cardo révélé, et écoute, c'est l'histoire de deux initiés qui partent de Lorraine-le-Château en 1999, et puis qui remontent la France par étapes, sur un nombre d'étapes définies, et qui font un axe vertical. Donc, et en parallèle, tu as l'affaire de Rennes-le-Château, mais du temps de Béranger Saunière, avec une historique. Alors romancée certes, mais voilà, on a quand même des bases. Et le tome 2, écoute, c'est le Decumanus d'or. Donc le Decumanus, c'est l'axe horizontal de la croix. Donc, in fine, les deux romans tracent une croix sur le royaume, et puis les émeraldistes sont censés provoquer ce qu'on appelle la fin des temps, qui n'est pas la fin du monde. Attention. Donc là, on n'est pas du tout dans la même, n'ayons pas peur, c'est pas l'eschatologie finale, le soleil ne va pas tomber. Mais c'est la venue du grand monarque, en fait. Voilà. Oui. Voilà, on prépare la venue du grand monarque. Alors tu avais eu quelques contacts avec mon grand-père Guithieu, c'était un des derniers de l'époque, des années 60, c'était... avec Tarade, qui est toujours vivant d'ailleurs, il Tarade, oui. Oui, on a échangé effectivement sur Argile, entre autres. Puis effectivement, puis la passation aussi. Il parlait aussi d'une... Oui, tu l'avais contacté pour ça aussi. Voilà, par rapport, je lui avais envoyé d'ailleurs, je crois de mémoire, mais la première version de Maurice Leblanc. Et puis voilà, après on a discuté sur bien des sujets. Voilà, c'est quand même un personnage qui est très intéressant. Voilà, qui a une culture. Voilà, c'est le cas de dire. As-tu un dernier message à faire passer? Alors, un dernier message. Alors attends, je vais peut-être parler du tétramorphe avant. Oui. Tu vois, le tétramorphe qui va sortir, il a été préfacé par Paul-Georges Sansonetti, qui est aussi un personnage, un cherchant sincère, très discret, très humble, et qui devrait sortir fin d'année. Donc le tétramorphe, pour résumer, c'est l'image du Christ avec les 4 évangélistes. Donc là, il y a un rapport avec la tradition polaire. Alors, donc là, je fais court, très très court, pour ne pas embêter les gens. Et un dernier mot, écoute, ça va être très très simple, c'est ouvrez vos cœurs. Voilà. Et tournez-vous vers le Sacré-Cœur. Voilà. Donc
à toutes les âmes de bonne volonté, à tous les cœurs rayonnants, eh bien, rendez-vous à Paray-le-Monial. Eh bien, merci Romuald. Et je t'en prie. On passe le bonjour à Jeanne Orsan. Oui. Et aussi à Tony Bayargent. Voilà, salut Tony. Salut Tony. Voilà, à très vite. À très vite.